Alors, la commission plénière poursuit ses travaux sur l'étude des crédits provisoires pour l'année financière 2026-2027. Au cours de la prochaine heure, nous allons procéder à un échange entre Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et les députés de l'opposition. Je comprends que les représentants des députés d'opposition ne prendront pas leurs remarques préliminaires. Donc, j'accorde immédiatement la parole à Monsieur le ministre pour ses remarques préliminaires. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue à tout le monde. Fier d'ouvrir cette étude de crédit provisoire en économie. Au cours des dernières années, notre gouvernement a fait des choix stratégiques, audacieux, dans plusieurs secteurs clés de notre économie pour améliorer notre productivité, notre niveau de vie et le pouvoir d'achat des Québécois. L'écart de productivité du travail avec l'Ontario est passé de 9,4 % en 2018 à 1,1 % en 2014. Nos investissements ont profité à l'ensemble des régions. Depuis 2018, plus de 25 milliards de dollars ont été octroyés pour soutenir des projets partout au Québec, représentant des investissements totaux de plus de 93 milliards. Avec le nouveau budget présenté par mon collègue Éric Girard, on réaffirme l'importance du développement économique, notamment pour protéger nos sièges sociaux. Avec Investissement Québec, des dizaines de milliers d'interventions majoritairement auprès des PME. Au cours de la dernière année, on a épaulé davantage nos entreprises dans un contexte d'incertitude économique et commerciale. Des programmes concrets pour soutenir notre productivité, favoriser l'innovation, diversifier nos marchés d'exportation. On a été les plus rapides à déployer des outils pour soutenir nos entreprises dans le cadre de la guerre tarifaire avec les États-Unis et pour permettre de percer le marché de la défense avec Investissement Québec. On a misé sur nos forces stratégiques, énergie renouvelable, aluminium durable, minéraux critiques et stratégiques, industrie aérospatiale, ainsi que notre expertise en intelligence artificielle. L'objectif est clair, maintenir un Québec attractif, compétitif, dans un environnement international en constante mutation. Pour y parvenir, on doit commercialiser davantage nos innovations, renforcer les liens entre la recherche et les entreprises et soutenir des projets structurants. C'est dans cet esprit que nous poursuivons le déploiement de nos zones d'innovation qui permettent au Québec de se positionner comme un leader dans des secteurs de pointe. En parallèle, on a renforcé l'accompagnement de nos PME partout sur le territoire. Le plan PME 2025-2028 et le réseau Accès PME permettent à nos entrepreneurs d'avoir accès à des services, de l'expertise, du financement, de l'accompagnement à chaque étape de leur développement. On poursuit nos efforts pour accroître la productivité, notamment grâce à l'offensive de transformation numérique qui a permis d'accompagner des milliers d'entreprises et d'améliorer significativement leurs performances. En complément, on a posé des gestes concrets pour améliorer l'environnement d'affaires. On a adopté plusieurs projets de loi visant à alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises. On a modernisé le cadre législatif pour soutenir l'innovation, notamment dans le milieu coopératif, et pour favoriser le commerce interprovincial ainsi que la mobilité de la main-d'œuvre. Par ailleurs, on a pris des mesures pour accélérer la transition énergétique et assurer une meilleure planification de nos ressources. Tous ces gestes, Monsieur le Président, témoignent de notre volonté d'offrir un environnement d'affaires compétitif, agile et propice à la croissance. Notre objectif est clair, assurer la prospérité des Québécois en soutenant la croissance, l'innovation et la compétitivité de notre économie. C'est pourquoi nous nous sommes dotés d'une vision économique ambitieuse. Cette vision repose sur 4 grandes priorités. Renforcer notre capacité énergétique, accélérer les projets stratégiques, soutenir la croissance de nos entreprises et saisir les occasions offertes par les secteurs émergents. Elle nous permet de répondre
aux défis actuels tout en préparant l'économie de demain. Je le réitère, Monsieur le Président, on est dans un contexte où on est en évolution constante, il y a des profondes transformations. Hier, on a parlé beaucoup de l'importance d'accélérer la transformation économique. Ça passe beaucoup par l'intelligence artificielle, la robotisation, l'automatisation. On a annoncé des projets partout sur le territoire. Je rappellerai que 94% des interventions IQ-FDE sont auprès d'entreprises de moins de 215 employés et partout sur le territoire. Et on se doit de protéger notre économie, nos entreprises, nos emplois dans un contexte tarifaire qui génère aussi beaucoup d'imprévisibilité. On a vu la décision de la Cour suprême des États-Unis où on a invalidé des tarifs réciproques, mais les tarifs sectoriels, notamment acier, aluminium et bois, demeurent, ce qui fragilise notre économie, nos travailleurs, travailleuses. On est là, on va continuer de favoriser la réussite de nos PME. Et c'est ce que nous faisons, que nous continuerons à faire. Merci, Monsieur le Président, et bonne étude de crédit. Merci, Monsieur le ministre. Alors, le premier bloc revient à l'opposition officielle et sans plus tarder, je cède la parole à Monsieur le député de Marguerite Bourgeois en vous rappelant que vous disposez de 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci tout le monde d'être ici aujourd'hui. Merci à l'équipe parlementaire du gouvernement pour qu'on puisse avoir parfois des réponses précises. Écoutez, on va y aller d'entrée de jeu. Selon moi, la chose qui se doit d'être une priorité au gouvernement, puis pour n'importe quel gouvernement, en fait, c'est de s'assurer qu'on puisse avoir un climat d'affaires qui est propice à l'investissement. Puis pourquoi? Parce que l'investissement privé se traduit souvent en gain de productivité, que ce soit par des partenariats avec le secteur académique ou que ce soit avec des centres de recherche privés, peu importe. En bout de piste, c'est la chose qui est la plus importante si on veut avoir des gains de productivité. On a vu dans le budget du ministre des Finances d'hier, je ne savais pas qu'on pouvait l'appeler par son prénom, mais hier, j'ai entendu mon collègue ici parler du ministre Éric Girard, fait que j'ai été surpris, je ne savais pas qu'on peut le faire en... Non? OK, d'accord, mais j'ai... On ne se nomme pas par son... Je sais, c'est pour ça que j'étais surpris tantôt d'entendre Éric Girard comme... C'était peut-être une erreur, mais c'est pas grave, mais je me demandais s'il y avait eu un changement de protocole. Des propos préliminaires. Des propos préliminaires, d'accord. Alors, ceci étant, mais dans le dépôt du budget hier, il y avait une ligne très claire. La productivité dans le dernier mandat CAQIS est à la baisse, et je parle au niveau de l'économie du Québec, et notamment, dans la dernière année, presque une baisse de 1% ou 0,9%. Ce qui nous amène à l'enjeu le plus important, la baisse de l'investissement privé. Ce qu'on a cru voir, c'est que l'investissement non résidentiel des entreprises, donc ça, c'est les entreprises qui investissent dans leur modèle d'affaires, est en baisse pour l'année estimée qui s'en vient de 0,07. Est-ce qu'on peut nous expliquer, premièrement, comment est-ce qu'on est arrivé là, puis qu'est-ce que le gouvernement a l'intention de faire pour changer la direction? Monsieur le ministre. En fait, il y a deux volets principaux que votre question soulève, c'est investissement et productivité. Je rappellerai qu'au niveau des investissements, la donnée que je peux partager avec vous, c'est qu'on a contribué en aide directe depuis 2018 pour un montant de 23,5 milliards de dollars, ce qui a généré des projets d'investissement partout au Québec de près de 95 milliards. Donc, c'est un ratio à peu près de 1 à 4. Et le taux de succès des investissements est nettement supérieur. Je pourrais le partager avec vous, là, mais le taux de succès des investissements de 20 millions et plus, notamment du Fonds de développement économique,
De 2012 à 2018, on est passé d'un taux de succès de 41 à 83 en 2018 et 2025. La productivité, maintenant, je vous rappellerai que dans la page A5 du budget, on référait aussi au rétrécissement de l'écart de productivité entre l'Ontario et le Québec. On est passé d'un écart, puis je l'ai mentionné, de 9,4 en 2018, un écart de productivité, c'est pas peu, à 1,1 en 2024. Donc, c'est pas parfait. Il y a encore du travail à faire. Dans certains secteurs, les écarts peuvent être plus importants. Et dans certains secteurs, contrairement aux perceptions que nous avons souvent, notre productivité québécoise est supérieure à l'Ontario ainsi qu'au reste du Canada. Oui, OK. Moi, je suis un gars de chiffres, fait que je ne vais pas trop m'étirer là, sur le sujet, là, mais quand on parle d'une productivité de 1 puis que le voisin est à 1,1 c'est un différentiel de 10 Fait que je trouve que la deuxième dérivée de l'équation ici devient un petit peu un arrondissement, parce qu'en bout de piste, ce qui est important, c'est de s'assurer que l'économie québécoise puisse avoir un gain de productivité. Et puis quand on se compare aux pires élèves dans la classe, l'Ontario, évidemment, ça va pas bien. On le sait bien que ça va pas bien. Fait que de se comparer à l'Ontario, moi, c'est pas de même que je veux. C'est pas de même que moi j'ai été construit, si on peut dire, d'une certaine façon. Donc, moi, je me compare à l'OCDE. Puis quand on regarde par rapport à l'OCDE, quand on regarde par rapport aux États-Unis, quand on regarde par rapport à d'autres législations qui peuvent nous ressembler avec les mêmes aspirations économiques qu'on devrait avoir, on prend du retard. Donc, j'ai pas cependant entendu l'explication pourquoi qu'on a perdu 0,7 de productivité dans la dernière année. De baisse, on a perdu 0,7 d'investissement non résidentiel. Mathieu, y a-t-il une... Bien, évidemment, il y a un environnement économique qui nous bouleverse. Vous savez la relation qu'on a avec nos voisins du Sud. C'est certain que ça a eu un impact sur la volonté d'investir, sur l'investissement réel et, ultimement, sur la productivité. Vous connaissez les tarifs sectoriels, notamment dans le secteur de l'aluminium. J'ai rencontré des grandes entreprises dans ce secteur-là qui me confirment que les tarifs ont eu un impact important sur leur productivité, leur a imposé de diversifier leur marché d'exportation, ce que plusieurs entreprises dans le secteur d'aluminium réussissent à faire. L'industrie forestière, c'est la même dynamique. Fait que c'est certain que l'imprévisibilité de l'environnement tarifaire joue un rôle important dans la donnée que vous me partagez. Puis il y a probablement d'autres facteurs, mais c'est celui qui me vient à l'esprit comme étant prépondérant. Et si on regarde un chiffre cumulatif, États-Unis, reste du Canada, Ontario, le Québec, en 2025, c'est la meilleure croissance des investissements, collègues. Malgré l'incertitude, vous le savez, notre marché, notamment de l'emploi, a été résilient, puis on a été les premiers au Canada à mettre des programmes pour améliorer la productivité. Donc, les chiffres, on peut leur faire dire un peu dépendamment de l'interprétation ou dépendamment des chiffres qu'on consulte, mais quand même, croissance des investissements, on est les premiers en 2025 en termes de pourcentage de croissance. Et je n'ai pas tous les pays de l'OCDE auxquels vous pensez, mais on a quand même les États-Unis, reste du Canada et l'Ontario. Puis je vais vous les donner plus précisément. Les États-Unis, c'est 4,3, le reste du Canada, 1,8, Ontario, 0,8, puis Québec, 4,9. Donc, c'est une donnée qui est révélatrice de la vitalité de notre monde entrepreneurial, de la vitalité de nos entreprises, de la qualité de notre expertise et autres.
Juste pour clarifier, la mesure que vous venez de dire, c'est quoi on mesure quoi, là? Ce que vous dites, c'est quoi exactement? Bien, j'ai parlé d'investissement. C'est l'investissement nominal non résidentiel des entreprises, parce que c'est ça que vous évoquez notamment dans votre question. Bien, c'est parce que pourquoi dans le budget de votre collègue, le ministre des Finances, hier, c'était une baisse de 0,7, là, puis que pour... J'ai répondu de façon complémentaire. J'ai répondu à l'aspect productivité, qui est une baisse vraisemblablement corollaire du contexte tarifaire avec les États-Unis. Puis après ça, j'ai parlé, cependant, pour les investissements, il y a eu une croissance intéressante. OK. Mais pour la productivité, peut-être que je ne me suis pas bien exprimé, là, mais... On l'analyse de façon relative, c'est pour ça que j'essaie de comprendre, parce que là, vous me parlez plus comme en absolu contre un autre absolu. Moi, je le fais de façon relative pour voir la variation entre années. Non, mais j'ai répondu à votre question sur le 0,7 de baisse de productivité. Merci. Quand on regarde sur ce que la chaire de productivité du HEC nous a présenté, il y a un retard de quasiment 18,80 $ de l'heure par rapport à la moyenne de l'OCDE à cause de justement la baisse de productivité qui a été engendrée sous le gouvernement de la CAQ depuis les 8 dernières années par rapport à l'OCDE. Donc, on est rendu, si je crois bien, le 16e sur 19 dans les économies avancées. On a 12 000 $ de moins annuellement là, pour nos familles. Ça se traduit là, à 12 000 $ de moins par famille au Québec. Puis ça a continué donc à diminuer cette année. Donc, quand on se compare de façon relative ici, là, okay, c'est ce que j'essaie de faire, on le voit qu'on prend du retard. Est-ce que le gouvernement a l'intention, dans les quelques derniers mois qui lui restent, de mettre en place des mesures qui vont pouvoir aider à justement faire en sorte qu'on puisse aider, par exemple, le secteur manufacturier? Puis, parce que le secteur manufacturier, et je vais les citer, là, l'absence de mesures pour des sous-secteurs tarifés comme l'aluminium, où est-ce qu'il y a des gains de productivité qui peuvent être faits significatifs, là, comme dans la haute technologie, comme dans l'aérospatiale. Qu'est-ce qui a justifié le choix de ne pas appuyer le secteur de l'aluminium, qui aurait pu donc aider à avoir ces gains de productivité, qui aurait pu nous aider à résorber le 12 000 $ de moins par famille annuelle? Je comprends pas votre question précisément. Votre question, c'est... Précisément, c'est que, je donne un exemple, il y a un secteur, le secteur de l'aluminium. Oui. Okay? Il y a des mesures que le MEC, le manufacturier exportateur du Québec, aurait souhaité voir. Ça, il y a des corrélations directes. Il y a 9 000 entreprises reliées indirectement là, au secteur de l'aluminerie. Donc, quand je disais que ça affecte des familles, ces familles-là, en moyenne, on peut dire qu'elles vivent avec un 12 000 $ de moins par année à cause de, justement, le manque de productivité. Là, il y a les tarifs qui leur rentrent dessus. On se demande donc pourquoi avoir oublié le secteur de l'aluminium, de l'acier, dans le contexte actuel, dans le budget de votre collègue d'hier. Bon. D'abord, souvenez-vous de la statistique que nous partageons souvent, la croissance du PIB qui mesure le niveau de vie, l'augmentation du niveau de vie. C'est au Québec qu'on a connu la meilleure croissance au Canada depuis 2018. La chaire de fiscalité finances publiques réfère souvent au niveau de vie. Ouais, OK, ça marche. Le revenu disponible, donc dans les poches des ménages, c'est au Québec qu'il est aussi le plus élevé. Pour le secteur de l'aluminium, si vous voulez une réponse spécifique à un secteur, parce que vous parliez du niveau de vie, puis de la croissance, puis de la qualité de vie, puis après ça, du secteur aluminium, bien, évidemment, il y a le projet avec Rio Tinto Alcan,
la technologie AP60, c'est 60 cuves, une technologie innovante, performante, qui accroît la capacité de production, qui nous permet d'assumer une meilleure transition énergétique en diminuant le niveau d'émission des gaz à effet de serre. Oui, les projets, on les accompagne. Les entreprises du secteur aluminium, vous le savez, sont stratégiques pour le gouvernement. On va continuer de les accompagner et pas que financièrement. Là où il y a de l'expertise à partager avec les centres de recherche publics, on le fait, mais on est tout à fait présent dans un secteur qui est affecté, évidemment, vous le savez, par les tarifs américains. Et peut-être un autre élément, collègues, si vous me permettez. Dans le PQI annoncé hier, le Centre d'innovation en innovation, Centre d'innovation en aluminium pour 20 millions de dollars pour hausser la productivité. Donc ça, c'est un autre message concret qui démontre notre engagement à soutenir un secteur qui est vraiment crucial, et vous avez tout à fait raison là-dessus. Merci. C'est juste peut-être pour... parce que je vais être fatigant là-dessus, là, OK? Donc, on part encore de la deuxième dérivée. Là. Ce qui est important, là, on parle... De la deuxième. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on part de loin parce qu'on compare notre progression, mais on part de loin. Fait que moi, je parle de comme on est en ce moment en train de parler de notre taux d'accélération par rapport au énorme retard qu'on a, puis on se félicite de ça ici. Moi, je veux combler le gap. Puis c'est ça que j'essaie de discuter, puis on parle ici de la valeur relative. Fait que j'essaie de comprendre ça, mais bon, c'est correct que c'est peut-être pas clair la façon que je l'ai questionné. On peut parler d'innovation, mais j'aimerais comprendre, selon vous, d'abord, quel est le rôle du Conseil de l'innovation dans toute l'approche gouvernementale, alors, en ce cas-ci? C'est ça. Bon, écoutez, d'ici 2027, vous la connaissez, la stratégie québécoise recherche-innovation, ça vise notamment à réduire l'écart de productivité avec l'Ontario. J'ai parlé de la progression qui repose principalement sur le secteur des entreprises, et la croissance plus faible qui agit comme frein, mais la productivité dépasse désormais celle de l'Ontario en 2024. Et ce qui est important de rappeler, c'est que c'est une des priorités d'Investissement Québec, notamment de s'engager dans des dossiers où on améliore la productivité, où on innove. Et le programme Essor est aussi un autre exemple de ça. Puis récemment, on a annoncé un investissement dans un projet de 37,7 millions dans une entreprise, Tremcar, à Granby, où on fait des remorques citernes, où on a investi dans des robots soudeurs fabriqués au Québec dans des découpeuses automatisées qui permettent de tripler la capacité de production, d'accroître les marchés, de consolider 400 emplois au Québec. Mais c'est ça, l'innovation, la productivité, c'est sûr que c'est des leviers qui vont nous permettre d'améliorer notre environnement d'affaires, d'être plus attractif et de pouvoir attirer des investissements aussi. Merci, M. le Président. C'est juste parce que ma question était de savoir qu'est-ce que vous voyez, comment voyez-vous le rôle du Conseil de l'innovation? Vous n'avez peut-être pas été capable de m'entendre là-dessus, c'est possible, mais le rôle du Conseil de l'innovation dans la résolution de notre enjeu de productivité. Ils ont un rôle spécifique. Puis là, juste pour être clair là-dessus, OK? Parce qu'on en parle comme étant une entité importante au gouvernement, on en parle comme une entité importante pour la CAQ, mais on a appris hier que le budget du Conseil de l'innovation a été coupé de 25 %. J'essaie juste de comprendre comment on peut accorder tout ça. Là. Bon, le rôle du Conseil de l'innovation, je le vois comme étant un développeur et un créateur d'outils et de formation terrain qui vont stimuler l'innovation dans les entreprises. Puis on ne pense pas qu'au brevet,
On pense aussi à l'intelligence artificielle et on a mis en place aussi les zones d'innovation économique. Vous le savez, il y en a une prochaine qui a été annoncée hier dans le budget, la zone d'innovation minière qui est tout à fait pertinente avec le contexte et l'importance de la filière des minéraux critiques et stratégiques. Donc, c'est comme ça que je vois le rôle. Maintenant, c'est dans le budget, s'il y a des écarts, il faudrait les vérifier puis partager là-dessus, là, qu'est-ce qui justifie. En fait, vous me demandez pourquoi ça a diminué? De 25 %. Oui, ça a été coupé. Le budget là, du Conseil de l'innovation a été coupé de 25 %. Est-ce qu'il y a une réponse particulière? Oui. Avec votre permission, je vais demander à mon sous-ministre de répondre. Mais brièvement, il me reste 1 minute. On a le consentement? Oui. Allez-y. Donc, Mathieu Gervais, sous-ministre Économie, Innovation, Énergie. Donc, les budgets du Conseil de l'innovation sont prévus sur 5 ans dans la stratégie québécoise recherche innovation. Donc, les budgets, oui, sont segmentés par année, mais le Conseil est en mesure, à partir de son financement historique, là, de poursuivre ses activités là, de la même manière, là, évidemment, avec... OK. Sous-question. Donc, vous me confirmez que le budget du Conseil de l'innovation n'a pas été coupé pour l'année fiscale qui va être de 26-27, de 25 %? Non, comme à plusieurs des organisations là, que l'on soutient, il y a eu des efforts de demander. Pardon? Je m'excuse, comme... Nous disposons malheureusement pour ce bloc-là. Donc, nous allons passer au prochain bloc. Et ce bloc-là est réservé à la députée du deuxième groupe d'opposition, Madame la députée de Verdun. Je vous rappelle que vous disposez de 16 minutes 30 secondes. Merci. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Mon tour de saluer Monsieur le ministre dans son nouveau rôle. Je pense que c'est ses premiers crédits en tant que ministre de l'Économie. Ça fait quelques années que je porte aussi le dossier et je vais essayer d'aller dans 3 volets. Je les annonce. Ma question pour l'entrée de jeu, la première chose qu'on regarde, c'est l'évolution des dépenses du portefeuille dans tout le ministère. On voit quand même une évolution de moins 7,3 % en termes des dépenses de portefeuille pour le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Quels ont été les grands changements pour un 7,3 %? Je vous amène au tableau, tableau 9, là, mais on peut vous amener à la page exacte. Donnez-moi une petite seconde. Là, F22. Pardon? F22. F22, je m'excuse. Tableau F22. Alors, avec votre permission, je vais demander au sous-ministre parce que c'est du détail assez granulaire, là, fait que je vais laisser. On comprend que le consentement tient toujours pour... Est-ce que j'ai le consentement? Madame la députée de Verdun? Oui, consentement dans la page F75. Parfait. Allez-y. Oui, donc votre question porte sur, je m'excuse, la page F75 des documents budgétaires? Oui, il y aura eu une diminution dans l'argent, la prévision de dépenses pour le portefeuille. Nous, on l'a regardé, c'est équivaut à peu près de 7,3 % là. Oui. Qu'est-ce qui explique ce changement dans les dépenses du ministère? Bon, donc, merci, c'est plus clair pour moi. Plusieurs facteurs, évidemment. Nous, on a un portefeuille qui est composé de plusieurs sources. Une partie importante sont dans des crédits non récurrents. Donc, on a une récurrence dans nos budgets qui n'est pas nécessairement affectée. Pour le reste du portefeuille, on doit faire des demandes budgétaires. Donc, il y a une partie, évidemment, là, qui provient du fait que le budget ne prévoit pas l'ensemble des sommes pour lesquelles on a disposé les années précédentes. On a aussi un autre facteur qui est la révision des différents dossiers qu'on a en portefeuille. Donc, dans les fonds spéciaux notamment, qui peut expliquer une partie de la diminution. Okay. Merci. On reviendra peut-être en crédit plus tard, mais je voulais avoir l'aperçu initial. Pour Monsieur le ministre, c'est inévitable, en fait, de vous amener sur un terrain politique, vu que votre prédécesseur a quitté il y a quelques mois pour se présenter à la Cour. Cela dit, quelque chose qui a marqué quand même les esprits, c'est qu'elle veut se détacher et prendre un pas de distance, une vision de l'économie, une
une approche là, qui était prônée par l'ancien député de Terrebonne et ancien ministre de l'Économie. Il a dit, moi, je vais pas continuer la dite vision Fitzgibbon, la même recette. Et ce que les Québécois retiennent de cette recette-là, c'est de donner de l'argent des startups à des grandes multinationales. Vous, quelle recette vous suivez? C'est quoi votre philosophie? Est-ce que vous êtes collé plus aux premières années, aux années de la députée de Saint-Guinée? C'est une bonne question. Évidemment, il faut s'adapter. Quand je réfère au contexte où il y a des mutations constantes, on le voit avec le contexte tarifaire notamment. Moi, je respecte ce qui a été énoncé par ma collègue de Saguenay. Ceci dit, il y a eu plus d'investissements auprès des PME au Québec. Vous m'avez entendu, je pense à une question de la collègue de Terrebonne. 94% des investissements sont auprès d'entreprises de moins de 250 employés. Le taux de succès de nos investissements est particulièrement important. Et, je le répète, à chaque dollar investi, ça génère un projet d'investissement de 4 $ en moyenne. Donc, la recette gagnante, c'est celle qui répond aux besoins de nos PME et de nos grandes entreprises. Alors, donc, c'est particulièrement de mettre l'accent sur les secteurs stratégiques, le manufacturier, les minéraux critiques, l'aéronautique, les sciences de la vie, l'intelligence artificielle. On a le bonheur d'avoir Mila à Montréal, donc on est présent, on accompagne avec les laboratoires industriels qui font le pont entre la recherche publique et la commercialisation des technologies. Donc l'approche gagnante, il n'y a pas de recette, collègues de Verdun. Il n'y en a pas de recette, mais il faut savoir s'adapter, répondre à des besoins. Et laissez-moi terminer avec ceci. Pas qu'avec de l'aide financière, mais avec de l'accompagnement puis de l'expertise. Il faut aussi apprendre à démocratiser les nouvelles technologies auprès des PME et c'est ce que nous faisons. Merci. Allons parler de PME. Fait que vous avez répondu à ma première question. Quand même, dans le budget, on a 580 millions de dollars pour les PME sur une enveloppe de 1,7 milliard. En calcul rapide, on est quand même en bas de la moitié du 1,7 milliard énoncé. Vous parlez des 84% des investissements, mais regardons-les en termes de dollars. Parce que les gens veulent comprendre, c'est quand même l'argent des Québécois, de combien d'argent il est donné. Pourquoi encore un ratio aussi bas dans ces budgets-là? Bien, moi, je suis pas d'accord. C'est pas un ratio aussi bas. Il y a 1,7 milliard pour accélérer la transformation économique du Québec et il y a, dans ce montant-là, 581 millions de dollars en faveur des PME dans toutes les régions pour répondre à leurs besoins, à leurs atouts et contribuer à leur essor économique. Et en parlant d'essor, vous connaissez le programme Essor qui est maintenu. Vous connaissez le réseau Accès PME dans nos MRC partout sur le territoire du Québec. Vous connaissez le fonds, le FLI, pour permettre à des entreprises d'investir, répondre à leurs besoins. Ça connaît des succès phénoménaux. Puis il y a plusieurs autres programmes. Il y a Départ, il y a le Paresso, il y a le Frontière, il y a Innovation. On est là, on est extrêmement tentaculaire. Mais je vous dirais, collègues de Verdun, Réseau Accès PME, les FLI, puis Essor, allez dans toutes les régions, puis je suis convaincu que dans votre comté, vous avez eu des entreprises qui vous ont témoigné de l'effet bénéfique, de l'engagement, puis de l'implication de notre ministère, puis de notre réseau pour les aider. Merci. Peut-être pour aller détailler les 580 millions qui vont nos PME en transformation, ça, c'est un nouveau programme ou est-ce que c'est une bonification d'un programme existant pour comprendre l'évolution de cet argent-là? Bien, pour le déploiement, plus pratiquement, je demanderai à mon sous-ministre, avec votre consentement, de répondre plus précisément. Oui, donc c'est un mélange des deux. Il y a de la continuité dans les programmes existants et puis il y a des nouvelles initiatives. Oui.
pardon, vous avez dit 580 millions, c'est une bonification d'un programme existant? C'est un mélange des deux. Je m'excuse, je vais parler un peu plus fort. C'est un mélange des deux. Il y a des reconductions de programmes existants et puis il y a également des nouvelles initiatives de prévues. Évidemment, comme on vient bonifier certains programmes, donc ça sera des nouveaux projets qui seront autorisés à ce moment-là. OK. Merci, vous répondez à ma question. Je continue sur développement économique, là, aide à des entreprises. Puis j'ai le goût de parler d'un type d'entreprise qui, moi, me tient beaucoup à cœur parce qu'elles sont extrêmement innovantes. C'est tout le secteur de l'économie sociale qui est, dans un moment de crise, un secteur qui nous permet d'innover, d'être résilient et des fois de reprendre des entreprises. 89% des entreprises d'économie sociale ne sont pas admissibles en ce moment au crédit d'impôt pour la recherche et l'innovation. Moi, je voulais vous entendre un peu là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a dans ce budget, pour les entreprises d'économie sociale, brièvement, parce que sinon on va passer longtemps, puis je sais qu'on va avoir des crédits spécifiques là-dessus. Mais pourquoi ne pas venir, j'aimerais ça vous entendre sur cette position de donner, par exemple, des crédits d'impôt pour la recherche et l'innovation pour nos entreprises en économie sociale? OK. Je vais commencer, puis après ça, je vais partager du temps avec mon collègue, parce que ça relève véritablement du ministère des Finances. Fait que ma réponse va probablement se limiter à ça. Mais pour vous dire que je suis extrêmement sensible à l'importance de l'économie sociale au Québec, j'ai visité dans les dernières années, puis avant, beaucoup d'entreprises en économie sociale où il y a plus que 60% des travailleurs et travailleuses qui ont des besoins d'accompagnement pour exécuter leurs prestations de travail. Et je sais aussi l'importance de l'économie sociale dans le PIB québécois. Donc, c'est sûr que le plan d'action en économie sociale, je pense qu'il y en a un plan d'action en économie sociale de 141 millions. De 141 millions de dollars. Maintenant, quant à savoir pourquoi 89% des entreprises d'économie sociale ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt, recherche, innovation, je suis vraiment pas en mesure de répondre et on n'a pas la réponse. Merci. Je vais continuer parce qu'il ne me reste pas tant de temps que ça. Parler du secteur alimentaire et l'implication du ministère de l'Économie dans ce secteur-là. Vous savez, les gens ont une grande préoccupation, c'est le coût de la vie. Tout coûte plus cher. Là, vous me dites, nous, comment on peut intervenir? Mais il y a quand même des interventions qui sont faites par le ministère de l'Économie. Il y a des subventions qui sont données, par exemple, pour la modernisation dans la transformation des distributeurs ou même les géants des épiciers. Quand on donne cet argent-là, dans les conditions qu'on peut mettre, parce qu'on donne quand même l'argent à des entreprises qui détiennent 80% du marché et qui, vous allez voir leur chiffre d'affaires, sont très profitables, très profitables. Pendant ce temps-là, les gens continuent à payer de plus en plus cher. Est-ce que dans les conditions, dans les types de subventions, des prêts, des aides qui est données à ces entreprises-là, il est envisageable de mettre des conditions en termes d'options, lutte au gaspillage alimentaire pour rendre des produits moins chers? Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous en termes de réduction du prix, de contrôler, par exemple, les marges des profits de ces épiceries-là. Est-ce qu'il y a une réflexion sur comment intervenir dans le coût, dans l'effet qu'il peut avoir les subventions, les conditions à mettre dans les subventions pour réduire le panier d'épicerie? En fait. OK. Si je comprends bien, vous dites, quand il y a de l'accompagnement financier auprès des entreprises dans le secteur alimentaire, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des conditions pour permettre de diminuer l'impact sur la moins grande capacité de payer de certaines personnes au Québec? Surtout quand on parle parce qu'on le sait, là, l'Oblast et Sobeys reçoivent, on parle des géants. Les petits épiciers, c'est pas tout ce que ça rentre dans les programmes PME. Là, on parle vraiment dans le programme des modernisations d'alimentation, c'est surtout les géants qui en ont accès. Bien, écoutez, tout à l'heure, je disais, en termes de vision économique, il faut d'abord et avant tout, au-delà des concepts, savoir s'adapter à des besoins. Et le coût de la vie, pour les Québécois, nous préoccupe. D'ailleurs, quand on parle du PIB par habitant, qui a connu la meilleure croissance, quand on parle du revenu disponible par habitant, qui est le meilleur au Canada,
quand on parle de l'augmentation du salaire minimum qui nous place en peloton de tête, collègue de Verdun, bien là, vous n'êtes pas sûr, on va en parler dans un autre contexte, mais la chaire de fiscalité puis de finances publiques de l'Université de Sherbrooke nous met au premier rang en tenant compte de 6 différentes catégories de ménages. Maintenant, quant à savoir si on peut s'immiscer, ben, je prends acte de l'idée, là, mais tu sais, quand je parle de capacité d'adaptation, c'est être ouvert à des idées puis à des nouvelles façons de faire. Moi, je suis tout le temps ouvert à discuter. Mais on va continuer la réflexion, on va revenir dans d'autres crédits. Moi, c'est une préoccupation que j'ai, l'alimentation, le coût de la vie et comment on peut, en fait, réduire les coûts du panier avec des options. Et quand on donne des subventions, on peut mettre des conditions. Je vais aller plus loin, parce qu'il me reste 3 minutes, je pense. Là, je vais juste prendre un cas d'espèce, parce que je pense que ça vaut la peine. Dernièrement, dans les nouvelles, on a entendu parler du cas des Airbus. On parlait tout à l'heure des subventions qui sont données. Ils voulaient prioriser les PME, mais on a encore donné de l'argent à des géants à différents moments. Mais je vais m'attarder surtout à ce qui était donné par le gouvernement précédent, la CAQ, en 2022-2024. Et ça va pas super bien. Donc, il y a quand même 400 millions de dollars qu'on risque de perdre dans les cas d'Airbus. Quelles sont nos garanties par rapport à cet argent-là, quand même des millions de dollars qui sont donnés à une grande entreprise comme ça? Votre point, c'est surtout pour améliorer la qualité de vie des Québécois, Québécoises? Non, mais en termes d'argent. Notre argent, c'est notre argent public que vous avez donné à Airbus, en tout cas, des milliards là, jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore un risque, 400 millions sont en risque. Est-ce que vous avez évalué ça? Est-ce qu'on va être capable de revoir cet argent-là? Ben, écoutez, si on revient à Airbus, souvenez-vous qu'on n'a pas été les premiers à s'investir dans Airbus. La C-Series, ça a été en 2017 avec le gouvernement qui nous a précédés. Puis on a investi, nous aussi, pour poursuivre le développement de l'A220. C'est un des avions les plus avancés technologiquement, reconnus à l'échelle mondiale. Et on a surtout contribué à maintenir 3 900 emplois à une moyenne de salaire de 102 000 par année. Et vous savez que le secteur de l'aéronautique est hyper stratégique pour le Québec. Dans le PIB, c'est 3,1 milliards. Les revenus de travail, 2 milliards. Les revenus fiscaux pour le gouvernement du Québec, 567 millions de dollars. Donc, il y a des décisions qui sont prises au mérite, au moment où elles sont prises. Mais je voulais finir aussi pour le coût de la vie, là. Souvenez-vous que dans le budget hier, il y a eu des montants pour les banques alimentaires, pour les conversions des garderies. Oui. On est quand même propriétaire de 25 des actions. Là. Il y a quand même 400 millions, puis les experts disent, puis la probabilité qu'on ne récupère rien, ou beaucoup moins de ce qui a été investi, grandit de jour après jour. Là. C'est des millions de dollars. Puis si je compte qu'est-ce qui était... Allez voir les articles. L'investissement du Québec à 2020 ne vaut plus rien. Ça date de quelques semaines, dans le 20 février. Est-ce qu'on va récupérer cet argent-là ou pas? Bien, là-dessus, je vais répondre assez simplement. Quand on analyse les retombées prévues sur une période de 15 ans, 2023 à 2038, sur le PIB québécois, oui. Malheureusement. 9,1 milliards. C'est tout le temps imparti à ce bloc. Merci à Madame la députée de Verdun. Nous passons au prochain bloc. Je m'adresse ici à Madame la députée de Terrebonne. Et je vous rappelle qu'il vous reste 10 minutes 30 secondes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, bonjour à tous. Donc, le budget qui a été déposé hier confirme malheureusement que le gouvernement refuse toujours de fermer le robinet des fonds publics vers les multinationales, continue de préférer les chèques en blanc à une réelle stratégie d'autonomie économique. Donc, il n'y a rien dans ces prévisions-là qui démontre quelque volonté que ce soit de réduire la dépendance des grandes entreprises aux subventions. Donc, l'État va rester un guichet automatique qui va servir les intérêts privés au détriment de nos contribuables, des contribuables québécois. Récemment, très récemment, la députée de Sanguinet, qui est candidate à la chefferie évidemment de la CAQ et peut-être même future première ministre du Québec, a fait grand bruit en affirmant vouloir rompre avec l'interventionnisme de son gouvernement et par le fait même renier son propre bilan comme ancienne ministre de l'Économie et ainsi mettre fin à l'ère de subventions à tout vent. Enfin, ça fait des mois, des années, même au Parti québécois qu'on dit
qu'il faut sabrer dans le bar ouvert aux grandes entreprises, des subventions aux grandes entreprises. Mais pourtant, quand on ouvre le budget du gouvernement, à la page A6, on peut lire ceci, et je vais citer, si vous me permettez. Le gouvernement se donne également une capacité d'intervention additionnelle qui pourra atteindre 2 milliards de dollars au moyen de ses fonds d'investissement pour le maintien des sièges sociaux au Québec et le développement de la filière des minéraux critiques et stratégiques. Donc, d'un côté, on a les deux aspirants, en fait, premiers ministres, qui veulent rompre avec l'interventionnisme, et de l'autre, on a ce budget-là qui est déposé hier et qui démontre absolument le contraire. Donc, aucune intention de rompre avec l'interventionnisme. Donc, ma question pour le ministre est simple, c'est est-ce qu'un budget comme celui-là va tenir la route au-delà de 3 semaines en ce qui concerne son ministère? Mon Dieu, c'est quand même... Merci, collègue de Terrebonne. Je suis pas sûr de comprendre la question précise, là, mais on a déjà échangé là-dessus. Oublions pas le 94 % auprès des PME, des interventions. Oublions pas le taux de succès. Puis avant A6, il y a A5. Puis à la page A5, on parle du PIB. On parle du revenu disponible. On réfère à la productivité. Donc, on va continuer, je pense, puis je vais le répéter, d'intervenir en tenant compte du mérite de chacun des projets, que les projets émanent des plus petites ou des plus moyennes ou des plus grandes entreprises. Et les interventions, je le répète, pour chaque dollar d'intervention, ça génère un projet de 4 $. Puis ça, c'est bénéfique pour l'économie. Puis vous m'excuserez de référer encore à Groupe ADF, à Terrebonne, qui sont dans le secteur de l'acier. Ils ont obtenu le plus important contrat de l'histoire de cette entreprise-là. Des histoires à succès comme Groupe Lebel, comme Tremcar, auquel je référais un peu plus tôt, Davy, Premier Tech aussi à Rivière-du-Loup. Et les fonds auxquels vous référez n'accordent pas de subventions. C'est souvent, ça peut être des prises en participation, ça peut être des prêts conditionnels. Tout ça se négocie. Ça se négocie avec des documents d'analyse qui sont extrêmement rigoureux. Il y a des négociateurs au sein du MEIE, il y en a au sein d'Investissement Québec. Il faut stimuler l'économie, puis il ne faut pas penser qu'en termes de dollars, je vais finir là-dessus, pensez à la création d'emplois. Pensez aux contrats que ça génère. Pensez à la filière que ça développe. Et pensez aussi à l'expertise que ça renforce. Donc, c'est ça, il faut intervenir pour stimuler. Il ne faut pas intervenir uniquement pour des raisons financières. Mais mettons qu'on oublie ce que moi je pense, parce que dans les faits, c'est pas important. Moi, je me réfère à ce que votre collègue, la députée de Sainte-Guinée, pense, à ce que votre collègue, le député de Lévis, pense, qui vont être vos prochains patrons. Eux veulent justement voir moins d'interventionnisme. Ils veulent, eux, voir un changement dans la façon de faire. Et ce changement-là ne se reflète pas dans ce budget-là. Moi, ma question, c'est quand un de ces deux-là va prendre la tête de votre du parti de M. le ministre, qu'est-ce qui va arriver avec ce budget-là? Comment on va l'appliquer pour concrètement voir les changements s'opérer avec la nouvelle philosophie du nouveau chef? Donc, il y a des mesures, il y a des programmes, il y a de l'aide, il y a de l'accompagnement. Et c'est la direction qui est souhaitée, que le gouvernement a empruntée pour stimuler l'économie. On vit dans une période d'incertitude, de grande imprévisibilité, qu'on ne pense qu'aux tarifs sectoriels. Donc, il faut tenir compte de la valeur et du mérite de chaque projet, ne pas intervenir de façon arbitraire, intervenir de façon à ce que ça génère des retombées puis des résultats concrets pour l'économie du Québec. Et il faut que je réfère tout le temps à la création d'emplois, des emplois qui peuvent être bien rémunérés, les contrats, les filières stratégiques, l'expertise. Et tout ça, c'est bénéfique parce que ça améliore la prospérité du Québec, ça contribue à l'augmentation du PIB, ça fait en sorte qu'on est capable de générer des revenus après impôts qui sont supérieurs et ça nous permet d'améliorer la productivité. L'avenir appartient aux pays puis aux territoires qui sont en mesure de se distinguer par l'innovation, la productivité puis l'intelligence artificielle.
Puis vous le savez, on a aussi des instituts qui s'intéressent beaucoup à l'intelligence artificielle dans la région de Québec. À Montréal, vous connaissez Mila. On a annoncé un partenariat stratégique avec Mila pour soutenir leurs activités de recherche et de développement. C'est ça l'interventionnisme, c'est de permettre à nos entreprises d'avoir l'accompagnement qui est requis pour leur sain développement. Puis Mila ne fait pas enfin qu'à Montréal. On a l'impression que la masse critique ou que tous ceux qui... Oui, Monsieur le Président. Tous ceux qui en bénéficient sont dans les grands milieux urbains, mais dans toutes les régions du Québec. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée de Terrebonne. J'ai compris. Parlant de retombées, j'aimerais ça parler de Nemaska Lithium qui est au ralenti. En février dernier, encore une fois allongé 275 millions de dollars pour Nemaska. Un dossier qui n'arrête pas de coûter très cher aux Québécois. C'est un projet stratégique, je veux bien, mais à quel prix? On injecte des centaines de millions de dollars alors que le marché du lithium est volatile. La députée de Sanguinet, encore une fois, elle veut mieux encadrer les fonds. Elle a sûrement dû froncer les sourcils quand elle a vu cette dépense-là massive qui a été décidée juste avant le budget. D'abord, est-ce que ça avait été discuté avec la députée de Sanguinet pour ces 275 millions-là de dollars ou c'était déjà attaché peut-être avant qu'elle quitte son poste? Et surtout, pouvez-vous exclure aujourd'hui de devoir remettre encore de l'argent dans Nemaska en utilisant l'enveloppe de 2 milliards qui est prévue à la fameuse page A6 du budget déposé hier? La réponse, c'est non. C'est notre dernier investissement. Et là, il y a un opérateur qui s'appelle Rio Tinto Alcan, qui a énormément d'expertise, en qui on fait totalement confiance. J'ai eu des discussions avant que Rio Tinto Alcan exerce son droit de direction et de diminuer la cadence de production. Ils ont fait une analyse. Ils embarquent dans un exercice d'optimisation. Il est tout à fait pertinent de redire que Rio Tinto a l'intention de respecter ses engagements, de respecter les échéanciers. Ils ont cependant constaté qu'il y avait des problématiques de productivité. Je le répète, ça, c'est un bel exemple de transformation au Québec d'un minéraux critique qui s'appelle le lithium. Il y a on est à Wabushi, on est à Galaxy. C'est des minéraux qui sont ramenés à Bécancour pour une usine de conversion en hydroxyde de lithium. C'est bon pour l'économie, c'est énormément d'emplois, c'est près de 500 emplois avec une moyenne de rémunération de 133 000 $ par année. Donc, c'est un super beau projet et je suis confiant que Rio Tinto Alcan va continuer d'aller de l'avant et... Donc, pas d'argent supplémentaire de la part du gouvernement dans Nemaska, c'est ce que vous me dites? C'est certainement... C'est le dernier investissement. Oui. Merci beaucoup. On va passer maintenant à Qscale, un sujet récent. Le ministre des Finances a justifié ces 2 milliards-là en brandissant la menace sur nos sièges sociaux. Mais on a appris cette semaine que Qscale, un fleuron de nos centres de données haute performance, est vraisemblablement sur le point d'être vendu à des intérêts américains. C'est une entreprise que Québec a soutenue, qui utilise notre énergie, qui s'apprête à faire ses valises et à quitter. Donc, pendant que vous parlez que le gouvernement parle de capacité d'intervention, nos fleurons passent sous contrôle étranger un par un. Il y en a d'autres. Edify, Héroux DevTech, Uniselect, Logitech, MDF Commerce, Ambulance de Merce, Brainbox AI. Bref, il y en a une panoplie. Donc, moi, ce que je me demande, c'est que puisque vous gérez aussi, puisque le ministre gère également l'énergie, est-ce que le ministre a eu des discussions avec Qscale depuis l'annonce de la vente? Bon, évidemment, je veux juste rappeler que c'est à ce jour une hypothèse de transaction. Puis quand il y a des discussions de cette nature-là, elles doivent demeurer totalement confidentielles. Puis rappelez aussi que la nature de Qscale, c'est un espace et on loue à des entreprises qui viennent s'y installer pour stocker des données. Et les entreprises qui sont là, c'est des entreprises américaines. Comme la transaction n'est pas finalisée, je vous rappellerai que c'est sûr que c'est jamais le plus souhaitable, mais pour chaque entreprise... Malheureusement, Monsieur le ministre, tout le temps imparti. Bon, c'était très bon. Mais nous devons aller au prochain bloc. Nous devons aller au prochain bloc. Le prochain bloc est réservé à l'opposition officielle. Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois, vous disposez de 7 minutes. Merci, Monsieur le Président.
Donc, tout à l'heure, on parlait là, du Centre de l'innovation, Conseil de l'innovation, pardon. Et donc, j'ai cru comprendre de la part de votre collègue, Monsieur le ministre, comme quoi on était donc devant une acceptation là, qu'il y a eu une coupure. Moi, j'ai le chiffre, là, c'est 25 qui a été demandé de couper là, au Conseil d'innovation. Combien? 0? Alors, ma question, étant donné qu'on sait que le Conseil de l'innovation a demandé, mentionne que 50 de ces entreprises qui innovent pour des raisons qui s'apparentent à un manque de compréhension de leur opportunité, alors qu'il y aurait des gains, évidemment, de productivité potentielle. En d'autres mots, le rôle du Conseil de l'innovation, c'est d'envoyer le message à des entreprises québécoises de innover, de comment innover, quel guichet aller cogner, exactement, quelle sorte de méthode que vous pouvez faire, où est l'endroit le plus approprié pour vous pour faire de l'innovation, etc., etc. Donc, c'est ça le rôle du Conseil de l'innovation, de promouvoir le message. Alors, maintenant qu'on sait que le Conseil d'innovation comprend que 50% minimum des entreprises n'innovent pas parce qu'ils sont juste pas au courant de comment ça marche, avoir accès à l'aide gouvernementale pour ça, qu'est-ce que vous en tirez là, comme leçon du fait qu'on en enlève justement 25% de leur budget? Est-ce que vous croyez que ça va aider à passer le message? OK. Je vais risquer une réponse, là. Le sous-ministre a répondu. Rappelons-nous que pour la stratégie québécoise de recherche-innovation, c'était 7,5 milliards pour les années 2022-2027. Il y avait 125 millions uniquement en intelligence artificielle. Donc, on est encore à l'intérieur de cette période de temps-là. Et l'innovation n'est pas exclusive à un conseil ou à un organisme. Tu sais, quand on parle d'innovation technologique, oui, non. Ben, c'est parce que, si je peux... Parce que je suis pas sûr de comprendre. Oui, bien, c'est ça, je vais t'apprécier. Donc, le Conseil d'innovation, c'est eux qui ont eu leur budget coupé de 25 Oui. OK? Et donc, leur responsabilité, c'est de faire la promotion de comment arriver à se servir de l'appareil gouvernemental pour aider à innover, faire de l'innovation. On leur coupe et ils disent 50% des entreprises ne comprennent pas, n'ont jamais été même rejoints parce qu'ils n'ont pas les moyens de rejoindre tout le monde. Fait que là, ils disent, on ne parle même pas à 50% du monde. Alors, on coupe leur budget de 25% en plus. Pensez-vous vraiment qu'on va être capable de mieux faire la promotion de l'aide que le gouvernement veut faire pour aider en innovation? Bien, évidemment. Puis c'est ce que je voulais soulever. Il y a des alternatives aussi. Tu sais, quand on parle d'innovation dans nos programmes, peu importe la nature du programme, puis là, j'ai fait l'inventaire de nos programmes, l'innovation en fait partie. Puis le Conseil de l'innovation, oui, il est porteur de formation, d'accompagnement, mais quand on parle de MILA, quand on parle de d'autres instituts, quand on parle du Centre de recherche du crime à Montréal, quand on parle de nos programmes dans leur application, on s'intéresse à la capacité et au potentiel innovateur des entreprises, que ce soit IQ, que ce soit via nos programmes même SR et Frontières et Panorama, quand on parle de liquidité, quand on parle de diversification des marchés, dans le contexte incertain actuel, faut pas dire c'est coupé là, donc il n'y aura plus d'innovation au Québec. Le 1,7 milliard de dollars pour accélérer la transformation économique du Québec, ça passe aussi par l'innovation, la productivité et l'automatisation. Je comprends ce signe-là, oui. Mais c'est parce que le point que je disais, M. le ministre, okay, c'est que vous y allez avec des exemples spécifiques de d'autres bras qui, eux, ont des rôles spécifiques dans l'univers de l'innovation. Je peux peut-être utiliser l'analogie, là, OK? C'est comme le guichet d'entrée, un peu, le Conseil d'innovation, pour, de façon macro, à rejoindre l'ensemble. J'ai peut-être pas la bonne analogie, là, mais je veux dire, leur rôle à eux, c'est de justement faire la promotion de comment en arriver à pouvoir innover. Écoutez, sans être
juste pour vous préciser qu'on a un réseau Accès PME qui joue spécifiquement ce rôle-là, où il y a 450 professionnels qualifiés qui peuvent se déplacer, faire des diagnostics, élaborer un plan d'action en collaboration avec les entreprises, puis vous lisez les revues spécialisées en affaires avec le buy-in ou avec l'engagement de tous les acteurs des entreprises internes, mais notre guichet, notre porte d'entrée, c'est le réseau d'accès PME, c'est toutes nos tentacules humaines et professionnelles qui sont réparties sur l'ensemble du territoire du Québec. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'exclusivité, il y a l'accompagnement qui est nécessaire et qui doit s'adapter à des besoins qui sont vraiment particuliers. Si vous ne me faites pas ça, c'est que je peux continuer. Ben, c'est parce que Marguerite Bourgeois. il réagit à mon regard. Ah oui? Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on parle de l'intelligence artificielle dans ce contexte-là, parce que le rôle du Conseil de l'innovation, c'est de faire la promotion de l'innovation en ce qui concerne spécifiquement l'intelligence artificielle. Et ce budget-là leur a été coupé de 25 %. Mais bon, on va souligner juste l'incohérence, là. Il me reste 30 secondes rapidement. Donc, vous avez discuté que les tarifs sont la raison pour laquelle, grosso modo, on a une baisse de 0,7 % des investissements non résidentiels des entreprises qui s'en vient en 2026. Mais le gouvernement prévoit une hausse de 1,7 % donc l'année suivante. Alors, les tarifs de Trump, la négociation, tout ça, on la prend pour acquis, là, c'est sûr qu'on signe. Il n'y aura plus de tarifs, c'est ça pour la raison pour laquelle on a une augmentation? Vous avez J'ai dit pas de souvent. réponse. J'ai pas de réponse à donner à ça. Évidemment, c'est des anticipations, mais tout est imprévisible. Vous le savez, ce que nous vivons avec. Merci, Monsieur le ministre. C'est tout le temps, malheureusement, imparti pour cette bloc. Merci. Et voilà, donc je tiens à vous remercier, Monsieur le ministre, et merci aussi au député de Marguerite Bourgeois. La commission plénière ayant terminé cet échange, je remercie les personnes qui y ont participé pour permettre à la commission de poursuivre sa séance. Je prie toutes les personnes qui doivent se retirer de le faire immédiatement. Je suspends donc les travaux pour quelques instants.